Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA, ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Ariel Kirou, qui est journaliste, écrivain, essayiste, auteur notamment de l'ouvrage Une Bible dans les imaginaires du futur, qui m'a beaucoup servi à préparer cet entretien. Et puis il y a eu avant et avec une seconde édition l'ABCDIC, puisque tu es un des experts français tout au moins de Philippe Cadic, et on en parlera inévitablement. Et puis ça, c'est le petit dernier qui est à peine sorti, où tu accompagnes 14 nouvelles, tu structures un petit peu 14 nouvelles de science-fiction sur nos futurs solidaires. Donc on a bien compris que ton matériau, c'était le futur. Alors on commence tout de suite avec une première question où je te l'emprunte, où tu nous dis finalement, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un futur possible qui est l'effondrement des écosystèmes, mais où nous en ont prédit un autre qui serait la démesure technologique. Certains, comme Cadix, sont dans l'entre-deux. Et toi, tu nous dis, moi j'ai envie d'ouvrir un petit peu ça et d'en proposer d'autres et d'aller en chercher d'autres. Et c'est justement l'objectif, je crois, d'Imaginaire du futur, c'est de dire, il n'y a pas que ceux-là. En fait, c'est non seulement de dire qu'il n'y a pas que ces deux imaginaires, c'est-à-dire au fond l'imaginaire de l'effondrement, l'imaginaire écologiste sous toutes ses formes, l'imaginaire environnementaliste, et d'un côté l'imaginaire technologique, qui est lui aussi très divers. Donc il y a ces deux imaginaires-là qui sont multiples en quelque sorte. Donc l'un, c'est celui finalement en quelque sorte d'un retour aux limites, c'est l'imaginaire écologiste, avec ces tendances qu'on connaît bien en termes de création, qui sont notamment le genre post-apocalyptique, qui est l'un des genres les plus célèbres, mais à la limite, les films de zombies sont aussi, au fond, finalement, des films effondristes, d'une certaine manière. Oui. Les séries Walking Dead et autres en les font clips partie, vidéo aussi, d'ailleurs. Mad Max, Oui. voilà. Donc il y a vraiment un imaginaire très puissant, très fort, notamment dans la science-fiction et dans les littératures de l'imaginaire, au fond, finalement, des multiples formes de l'effondrement et de l'après-effondrement. Et puis il y a cet imaginaire donc, technologique avec l'intelligence artificielle, qui va de Terminator en passant par 2001, l'Odyssée de l'espace et beaucoup d'autres œuvres, qui est effectivement celui de la technologie. Et là, on n'est plus sur quelque chose qui se rapprocherait d'un retour aux limites, une sorte de retour un peu violent à une réalité première, pour ne pas dire naturelle, entre guillemets. Et de l'autre, donc, cet imaginaire de dépassement des limites, qui est l'imaginaire des technologies, avec effectivement son climax, qui est l'imaginaire qu'on a appelé transhumaniste, celui qui nous prédit que si on ne fusionne pas demain avec les machines, en 2045, paraît-il, eh bien, nous serons l'équivalent, en quelque sorte, des chats pour les hommes, c'est-à-dire des animaux de compagnie de nos machines. Et donc, il y a ces deux gros imaginaires. Et ma thèse, c'est de dire que, pris individuellement, et si on va jusqu'au bout de ce qu'ils signifient, ils sont bloquants l'un et l'autre, puisque si on va vers l'effondrement, que faire ? Si toutes les solutions sont technologiques, on n'a plus rien à faire, c'est les technologies qui font tout. Et il me semble que ces deux imaginaires pris, et l'un et l'autre, sont bloquants, mais alors quand on les met tous les deux ensemble, c'est une catastrophe, puisque d'un côté, on veut dépasser les limites, et de l'autre, on veut revenir aux limites. Donc, mon a priori, c'est de dire, au fond, finalement, ces imaginaires sont très riches. Il y a peut-être moyen, en quelque sorte, en cherchant chez des artistes d'art contemporain, dans des œuvres de fiction, dans des dispositifs X ou Y, il y a peut-être moyen de trouver des voies alternatives, c'est-à-dire des façons d'envisager en quelque sorte le futur, et pourquoi pas de le construire, donc à la fois des horizons différents, et des chemins, en quelque sorte, donc qui puissent nous permettre de sortir de ce blocage, et de se dire peut-être qu'il faut effectivement considérer les limites. J'ai plutôt une certaine sympathie pour les enjeux écologiques, qui sont aujourd'hui majeurs, c'est une évidence. Donc on peut sans doute, non pas forcément retourner aux limites dans une logique réactionnaire, un peu à la Barjavel, mais les considérer de façon, pourquoi pas, à les déplacer un tant soit peu. Et là, c'est la créativité de l'humain, sans pour autant être dans la démesure, être dans la folie transhumaniste, qui effectivement, si on la prend à la lettre, nous mène au mur, ne serait-ce qu'à cause des dépenses énergétiques qui sont liées à l'intelligence artificielle, au NFT, et à tout ce monde technologique qui, effectivement, aujourd'hui, à moins d'une cure de désintoxication énergétique, risque de nous mener je ne sais où, mais sans aucun doute pas dans une verte prairie.
Et ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que le genre science-fiction, qui est aussi un petit peu né des machines, hein, notamment, au début, qui se vendait finalement sur les quais de gare, les pulp, célèbres pulp américains. Aujourd'hui, c'est vraiment un genre à part entière. Hein, c'est avec des gens comme Alain Damasio qui a fait notamment la postface, on y reviendra tout à l'heure, de ton livre en France, et il y en a quantité d'autres. Et aussi, ça inspire énormément, on verra que ça inspire énormément de gens, de la tech à la pub. Et tu le mentionnes aussi justement dans tes ouvrages, combien de publicitaires se nourrissent de ces forts imaginaires et parfois presque en oublier le produit pour faire des films. Ridley Scott d'ailleurs en a fait après Blade Runner, où on ne sait plus pour quel produit c'est, mais où on convoque nos imaginaires. Et j'ai écouté hier un commentateur sur un plateau dire on a besoin aussi, y compris avec l'Apocalypse, de se faire peur, comme si ça allait nous faire accepter notre misérable vie que de savoir qu'il y a tellement pire ailleurs et autrement. C'est-à-dire qu'il y a, alors, évidemment qu'il y a, les imaginaires ne se résument pas simplement à l'imaginaire technologique et à l'imaginaire écologiste. Bon. Il y a une myriade d'imaginaires. Il y a l'imaginaire du travail, il y a les imaginaires politiques, il y a les imaginaires agricoles, il y a des tas d'imaginaires quelque part qui, d'une certaine manière d'ailleurs, se réinventent avec ces autres imaginaires. Donc ça, c'est une prémisse pour répondre à la question. Maintenant, ce qui est assez fascinant, c'est que si l'on prend l'imaginaire transhumaniste, je parle dans mon livre, par exemple, de celui qui a inventé en quelque sorte le terme de singularité technologique, c'est-à-dire cette idée que, effectivement, à un moment donné, si on ne fusionne pas avec les machines, nous allons devenir des moins que rien. Donc c'est Vernon Winch, c'est un écrivain de science-fiction qui était aussi mathématicien. Et donc, lorsque je m'intéresse à cette singularité, ce qui est assez fou, c'est de voir que dans son bouquin, que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Captive du temps perdu, qui est un bouquin de 1987, il met en scène à la fois cet horizon, mais il l'interroge, comme si ce n'était pas sûr, au travers de personnages, hein, et il met en parallèle l'extinction, c'est-à-dire le fait qu'au fond, l'espèce humaine risque de disparaître, et c'est ce qui s'est passé dans ce roman. Il y a juste une bulle de temps qui a survécu, et au fond, ce qu'ils appellent la singularité technologique, c'est-à-dire des mesures technologiques qui pourraient en quelque sorte nous sauver. Voilà. Et ils mêlent les deux. On ne sait pas en fait pourquoi il y a eu l'extinction et ce qui s'est passé. Hein. Est-ce qu'au fond, on est devenu autre chose et on n'est même plus sur Terre tellement on a été extraordinaire à fusionner avec les machines. C'est un peu comme dans 2000 ans d'Odyssée de l'espace, et notamment dans les versions ultérieures d'Arthur C. Clarke, l'auteur de science-fiction, qui a été le scénariste du film de Stanley Kubrick donc en 1968. Et dans les suites, en quelque sorte, donc de 2001, on se rend compte au fond que les extraterrestres n'ont pas de corps. En fait, hein. Et c'est d'ailleurs l'un des grands imaginaires de l'intelligence artificielle, c'est la pensée sans corps. Bon. Donc, tout ce que je viens de raconter là, en fait, en gros, ça nous dit quoi? Ça nous dit au fond que cet imaginaire de fabrication, de construction de l'humain, la création, ce que nous interdit la Bible, en fait, un des décalogues de la Bible, et ce rapport, au fond, à la planète qui nous a vu naître, on va dire, à cet écosystème dont nous sommes inséparables, nous le savons maintenant aujourd'hui, ce sont forcément les deux clés les plus fortes de tous nos imaginaires, ce sont nos obsessions. Donc il est tout à fait logique qu'on les retrouve au cœur du capitalisme, qu'on les retrouve au cœur de la publicité, qu'on les retrouve au cœur des arts contemporains, quels qu'ils soient, que l'on parle d'un Yann Thomas, que l'on parle d'un Grégory Chatonsky, que l'on parle d'auteurs, y compris comme Annette Messager, Louise Bourgeois. On voit bien au fond finalement que ces deux données quelque part, c'est-à-dire la potentielle extinction de l'humanité, le déluge, c'est présent dans la Bible, hein, et cette capacité que nous aurions au fond à nous dépasser nous-mêmes, parfois jusqu'à ne plus exister en tant qu'être humain, forcément font partie, sont au cœur même de ce qui nous occupe, de nos pensées et de nos façons de voir une réalité, un réel, qui pourtant est beaucoup plus prosaïque, hein, qui est beaucoup plus contingent. Ça, c'est une table, c'est un stylo, ça nous paraît très simple. Donc on se dit, il n'y a peut-être pas beaucoup d'imaginaire de la technologie dans ce stylo, ou d'imaginaire de l'effondrement, et pourtant si, voilà, peut-être parce qu'il est abîmé, peut-être parce qu'il va tomber, peut-être parce qu'il y a un amont ou un aval, au fond, finalement, on ne s'en rend pas compte, mais ces deux imaginaires absolument clés, qui sont les deux imaginaires, à mon sens, dominants de l'époque, mais qui l'ont peut-être toujours été d'une manière ou d'une autre, des imaginaires de l'ensemble de la création,
sont plus importants que jamais, et il est à mon sens plus important que jamais de se poser cette question, de se dire, mais au fond finalement, au-delà des publicités, de voitures qui nous font rêver, etc., au-delà du capitalisme qui veut toujours aller plus loin en s'inspirant de création, au-delà de tout ça, est-ce qu'au fond ces imaginaires, ils ne pourraient pas nous aider à nous rendre compte que le réel que nous présente comme intangible, l'emploi, une vaste fumisterie, la croissance économique, il suffit de regarder dans les bouquins de science-fiction, ça n'existe pas. On parle de faire, on fait des choses, on construit quelque chose. Au fond, finalement, est-ce que plutôt que de rester obnubilé par les obsessions des uns et des autres, en retrouvant le goût du temps, de la projection, pourquoi pas à long terme, est-ce qu'au fond, on ne peut pas trouver dans ces imaginaires, au-delà même de ce qui nous fascine, des clés? Voilà, des clés, c'est-à-dire des horizons à explorer qui, au fond, finalement, nous permettent de réaliser qu'on n'est pas condamné à prendre n'importe quel type d'emploi. Voilà. Non, on peut peut-être faire de plein de façons différentes. On n'est pas obligé de se dire la croissance, elle est uniquement économique et mesurable. Elle est peut-être sensible, spirituelle, intellectuelle. Et au fond, des tas d'ouvrages, des tas de créations, des tas de dispositifs artistiques nous mettent cette idée en tête. Nous font en quelque sorte percevoir qu'il y a d'autres façons, d'autres horizons, d'autres types de valeurs que celles qu'on nous présente comme intangibles et qui parfois, si on les couple avec d'autres types de récits, des récits du faire, des récits de solidarité, des récits, eux, peut-être beaucoup plus concrets, mais qui ont aussi une part d'imaginaire, si on les couple avec d'autres types de récits, et puis tout ce qui nous arrive, face à un incendie, face à des problèmes, et ainsi de suite, au fond, tous ces flux d'imaginaire, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi contribuer à nous construire des chemins, hein, sachant qu'effectivement, la clé de la transformation, la clé du changement, c'est à la fois d'avoir des horizons, et c'est d'avoir des chemins pour potentiellement y aller, sachant qu'au fur et à mesure du chemin, l'horizon change, et que si on pense dans les deux cas, c'est-à-dire dans les deux situations, de définir un horizon et de se construire un chemin, si l'on pense qu'on est arrivé, si l'on pense qu'on a la vérité, on est déjà probablement hors course. Il faut avoir, en quelque sorte, l'humilité de se dire on se met en tension, et c'est bien pourquoi les œuvres de fiction ont un rôle extraordinaire, puisqu'au fond, elles échappent à la double notion, à la notion de vérité. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche le juste, le pertinent. Et donc, potentiellement, la clé, au fond, de mon ouvrage, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas, finalement, une capacité, et je mets les choses très clairement au point dès le départ, je dis, je suis subjectif, moi, ce que je recherche, c'est une sorte d'utopie terrestre, au sens d'écologiste, et anarchiste, au sens de venant du terrain, et pas surplombante. Et je me dis, si je recherche ce type d'horizon pour demain, eh bien, je trouve des tas de choses extraordinaires dans le monde de la science-fiction et ailleurs, dans les fictions, dans l'art contemporain. Il y a largement matière à nous permettre de réaliser qu'il y a des horizons différents possibles et qu'il y a des chemins pour les emprunter qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait.